Pis toi ta journée avec Élisane Pellerin. Bienvenue à Pis-toi ta journée. Je suis Élisane Pellerin, docteur en sciences politiques, et vous écoutez l'épisode 4 avec Caroline Souffrant. Bonjour Caroline. Bonjour, merci de l'invitation. Ça fait plaisir. En fait, on vous invite parce que vous êtes entre autres une autrice et votre livre a connu quand même un bon succès. Vous êtes née à Montréal de parents haïtiens. Vous êtes aussi travailleuse sociale et chercheur à l'université. Vous êtes chargée de cours et conférencière. Oui. Vous terminez la rédaction d'une thèse qui porte sur la déclinaison québécoise du mouvement MeToo et du regard militants afrodescendants qui ont été impliqués, dans les luttes féministes et les violences sexuelles. Parlant de votre livre a été sélectionné par le grand jury du Grand Prix du livre de Montréal en 2023 et finaliste comme auteur de l'année. Bravo pour ça. Merci. Vous avez aussi été finaliste dans la catégorie Voix d'un relève à Télé-Québec et au prix d'excellence à SOPEC en 2022. Oui. Donc, quand je disais que le livre a quand même reçu un bon accueil, ça le démontre. Est-ce que vous vouliez parler un peu de votre livre et du sujet qui était à l'intérieur de ces pages-là? Oui, puis d'ailleurs, le succès du livre, ça m'a quand même étonnée parce que ça m'a demandé beaucoup de courage d'écrire ce livre-là. Oui. Ça a été très stressant les mois avant, les années même avant. Donc, le livre s'appelle « Le privilège de dénoncer, justice pour toutes les victimes de violences sexuelles ». C'est un livre qui est paru au Québec et en Europe, aux éditions du Remue-Ménage en 2022 et en février 2023 à peu près en Europe. Donc, France, Suisse et Belgique. Et donc, c'est un livre qui parle en fait du mouvement MeToo. Donc, c'est en lien avec mes recherches, mais avec un ton qui est très personnel, qui est au jeu. Oui. Donc, moi-même, je suis une survivante. Donc, je parle de mon histoire là-dedans, mais je le lis aussi à comme la culture du viol puis les enjeux de société de manière plus large. Et c'est un peu comme une démarche intime et politique, comme on dit souvent. Donc, c'est un essai littéraire, puis le ton est très accessible. C'est la chose qu'on me le dit le plus souvent, là, comme c'est pas un ton... Oui, j'explique des choses académiques, universitaires, mais d'une façon qui est accessible. Oui, parce que vous êtes quand même une chargée de cours, comme je l'ai dit, mais quand même, effectivement, le livre a un ton très personnel parce que vous l'avez dit vous-même, vous êtes une survivante, donc vous parlez un peu de votre vécu à vous à travers ce livre-là, mais effectivement, là, vous allez plus généralement en parlant de problèmes de société ou du fait que finalement on serait pas si avancé que ça là au niveau des violences sexuelles, puis que le mouvement MeToo, même si ça a été une bonne chose parce qu'effectivement je pense que ça fait bouger les choses sur certaines problématiques. On en a parlé à tout le moins dans les faits. Cependant, il n'y a pas grand-chose qui a changé depuis le mouvement MeToo. Ça fait quand même quelques années maintenant, là, le mouvement MeToo. Donc, c'est un peu le propos du livre. Là. Je ne vais pas dénaturer. Là, le livre fait quand même là, près de 120 pages. 120 pages, oui. Donc, c'est plus complexe que ça, ce que vous expliquez dans le livre, mais quand même, on vous voit ici comme étant, ou plutôt on vous invite, puisque vous êtes à la fois une survivante, à la fois une personne qui est afrodescendante, donc qui est haïtienne. Oui. Et donc, vous en parliez aussi, vous parliez de vos origines, vous parliez des femmes noires, des luttes militantistes de femmes noires. Oui. Et ça aussi, pour moi, ça faisait écho à une forme de discrimination qu'on a dans notre société envers les personnes racisées et les femmes racisées, plus particulièrement parce que les femmes, en plus d'être racisées, sont femmes, là, donc font écho à deux défis. Et on vous reçoit aussi parce que forcément, quand on est victime de violences sexuelles et quand on est une dénonciatrice, une survivante, on fait face également à une certaine discrimination, même si c'est peut-être tabou encore de l'avouer parce qu'on voudrait dire que le système de justice fonctionne très bien et que les gens sont écoutés, sont entendus en 2024, mais plus ou moins le cas. En tout cas, dans le livre, vous apportez quand même quelques nuances au niveau, entre autres, du système judiciaire au Québec. Oui, tout à fait.
Donc, c'est ça, exactement. Donc, il y a encore beaucoup de discrimination et d'inégalité. Mais moi, j'aime souvent dire que c'est pas parce que je suis noire, en fait, ou que femme, que je vis des discriminations. C'est vraiment à cause du sexisme et du racisme anti-noir. Parce que des fois, je pense beaucoup aux jeunes, puis je fais attention des fois dans la manière d'exprimer ça, parce que oui, il y a des défis et des difficultés, mais c'est pas le fait d'être noir de manière intrinsèque, c'est la manière dont la société traite les personnes noires. Parce que moi, je suis très bien avec le fait d'être noire, c'est vraiment la manière dont tu es traité qui est comme fatigante. Forcément, c'est pas un problème qui est identitaire. Exactement, oui. C'est vraiment au niveau de la société où on met des barrières, où on refuse de reconnaître un racisme qui est systémique, qui pourtant, en tout cas à mes yeux d'universitaire, puis vous êtes universitaire vous-même, là, à mes yeux, à moi, est assez visible, est assez... c'est assez clair pour moi qu'il y a un racisme qui est systémique. Et au-delà de ça, je le disais, pour les personnes qui sont victimes de violences sexuelles, la discrimination est systémique également. Le système est mal conçu pour les violences sexuelles, ne répond pas nécessairement à les particularités des personnes qui sont victimes d'abus sexuels ou de violences. Donc, effectivement, je pense que ça aussi, c'est systémique et on en parle peut-être moins. Surtout depuis MeToo, on a l'impression que ça a beaucoup avancé et je pense que jusqu'à un certain point, c'est vrai qu'on a fait un pas en avant. Par contre, il faut, et vous le dites dans votre livre, il faut toujours reconnaître que malgré le mouvement MeToo, le problème systémique est toujours là. Ouais, puis il y a encore beaucoup de gens qui parlent pas aussi. Il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que comme tout le monde parle maintenant, non, c'est pas vrai. À tous les jours, j'ai des gens qui... Je vais quelque part, des fois, donner des conférences et tout, puis il y a des gens qui me parlent de leurs histoires, puis ça n'a jamais été raconté à personne avant. Des étudiants aussi. Ça peut être quand même lourd pour vous, là. Ben oui, puis non, parce que dans le fond, tu sais, moi, le fait d'avoir écrit ce livre-là, ça a vraiment comme extériorisé quelque chose. Je vais pas dire que comme si je suis passée à autre chose, parce que c'est quand même grave, les choses qui me sont arrivées, puis je méritais pas de vivre ça, évidemment. Mais j'ai quand même un détachement par rapport à cette histoire-là. Je suis comme rendue ailleurs. Donc, ce que j'avais à dire, j'ai tout sorti ce que j'avais à dire, puis maintenant, ça aide d'autres personnes, en fait. Donc, pour moi, de recevoir ces confidences-là, puis aussi, vu que je travaille social aussi de formation, c'est pas quelque chose qui me... En fait, je trouve ça rassurant parce que ça crée, en fait, des espaces de solidarité humaine, puis d'authenticité aussi, parce qu'on vit beaucoup dans une société que tout est axé sur le paraître, et puis moi, j'aime pas ça, porter des masques dans la vie. Donc, quand les gens font tomber leur propre masque avec moi, ben, je trouve que ça donne un peu de sens à notre existence sur la Terre, parce qu'il y a beaucoup de choses qui font pas de sens. Puis j'écris aussi pour faire du sens depuis toujours. Donc, c'est comme un refuge. Fait que moi, j'aime ça, en fait, avoir ces vraies conversations-là avec les gens, parce que j'aime pas beaucoup le small talk. Oui, des fois, j'aime ça, mais j'aime ça, des vraies conversations, Puis, effectivement, vous disiez aussi que les gens, et vous l'avez abordé dans votre livre, j'ai trouvé ça intéressant, en fait, que c'est pas nécessairement négatif de ne pas parler, c'est-à-dire que il y a quand même des côtés qui peuvent être positifs pour la personne, ou à tout le moins que c'est quelque chose de très personnel, que les gens ont parfois de bonnes raisons de ne pas dénoncer, et que dans leur histoire, dans leur contexte, ça peut être positif pour ces personnes-là. Ouais, tout à fait. Donc, c'est quelque chose que je voulais nuancer, parce que quand il y a eu MeToo, on a beaucoup entendu des politiciens puis des acteurs du monde juridique dire il faut parler, il faut dénoncer, on va vous écouter, etc. Mais encore une fois, tu sais, quand on parle, encore faut-il être accueilli quand on le fait. Donc ça, c'est un enjeu aussi. Mais oui, effectivement, c'est pas toujours la chose à faire pour tout le monde de parler. Tu sais, moi, ça m'a pris quand même un bon 10 ans avant de décider que je voulais en parler. Je pensais pas être prête à le faire un jour, mais pendant la pandémie, ça a comme changé. Puis c'est correct que ça peut changer avec le temps. Fait que je pense qu'il faut un peu arrêter, des fois, dans la société, cette injonction à parler. C'est pas toujours émancipateur pour tout le monde. Puis il faut le faire quand on est prêt, si on a envie de le faire. Puis des fois, juste parler à des proches, un professionnel, à un ami, un conjoint, ça peut tout à fait être courageux aussi. C'est pas toujours des fois d'écrire des livres ou de faire des conférences qui est comme vu comme étant le courage, entre guillemets. Des fois, juste continuer sa journée quand on a envie de tout laisser tomber puis qu'on n'a pas de soutien, c'est aussi du courage. Puis je trouve que ces formes de courage-là, plus discrets ou silencieux, c'est pas quelque chose qui est assez valorisé, je trouve, dans notre société. Effectivement. Et il y a aussi la question de le dénoncer, donc de passer au travers du système judiciaire, de porter plainte en bonne et due forme là, à la police. C'est pas quelque chose que tout le monde veut faire, notamment parce que c'est très lourd comme processus.
Ouais, c'est très long comme processus, mais c'est aussi... En tout cas, pour moi, dans mon histoire, mettre des gens en prison, c'est pas mon vibe dans la vie. Genre, c'est pas dans ma nature de, tu sais, comme de vouloir que des gens souffrent parce qu'ils m'ont fait du mal. C'est pas comme ça que je suis. Mais je voulais quand même être entendue puis exprimer des choses. Donc, pour moi, je dis souvent que la littérature, c'est ça qui a été mon outil de justice. Puis je pense pas que j'aurais pu avoir ce même niveau de justice si j'avais été portée... Parce que moi, j'ai pas porté plainte à la police, mais si j'ai considéré le faire. J'aurais pas pu avoir la même chose si j'avais été à la police, j'en suis persuadée. Ouais. Okay. Donc, c'est là où vous apportez une nuance, en fait, puis comme je le disais, là, c'est tout à fait personnel. Je pense que votre réponse ne s'applique pas nécessairement à toutes les victimes, puis qu'il y a des victimes pour qui le fait d'avoir une réponse judiciaire pour que la personne soit punie pour ses actes, c'est une forme de libération que je peux tout à fait comprendre aussi, mais tout le monde a sa façon de voir les choses, puis il y a toutes sortes de situations, évidemment, aussi, et donc je pense que c'est très personnel à chacun, mais c'est quand même, vous apportez une belle réflexion que je n'avais pas nécessairement beaucoup vue ailleurs. Parce qu'effectivement, je pense que socialement, on a beaucoup tendance à vouloir punir ces gens-là, avec raison, là. Mais effectivement, là, vous le dites, peut-être que pour vous, ça n'aurait pas été la bonne solution, que ça vous aurait pas fait si de bien que ça. T'sais. Je pense même que ça aurait été le contraire. Oui. Personnellement, ouais. Puis effectivement, dans le livre, c'est une des choses que je dis, il n'y a pas de solution unique pour ce problème-là. Donc, ça dépend vraiment des personnes, des situations, du contexte. Ça peut évoluer avec la vie aussi, selon les étapes de la vie. Tu sais, comme quelqu'un qui devient parent, ça peut changer avec le temps. Donc oui, pour moi, la justice, je pense qu'il faut vraiment élargir un peu cette définition-là de c'est quoi la justice, parce qu'on c'est beaucoup axé dans les conversations médiatiques sur punir, mettre quelqu'un en prison, criminaliser. Puis je comprends pourquoi on le fait, parce que quand on criminalise quelque chose, ça veut dire socialement, c'est pas dans nos valeurs. Oui. Donc ça envoie quand même un message à la société quand on décide que quelque chose est un crime. Mais en même temps, ça peut pas être la solution unique, puis la seule chose qu'on fait pour régler ce problème-là. Il faut aussi parler de prévention, puis de la responsabilité collective aussi et sociale de cet enjeu-là. Là. Et vous l'avez dit également, peut-être que les tribunaux ne sont pas bien... n'ont pas des institutions qui sont capables de répondre nécessairement aux violences de type sexuel. Dénoncer, oui, mais bon, si on est pour se faire débouter en cours, par exemple, parce qu'on n'est pas cru, ça peut être extrêmement difficile et peut-être que bon, les peines ne seront pas au bout de la ligne satisfaisantes. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est à considérer. Donc on glorifie beaucoup le fait de dénoncer, de passer par le système judiciaire, mais peut-être que le système judiciaire répond malheureusement pas tout à fait aux besoins, au final, qui n'est pas très bien adapté. En fait, le système de justice criminelle, il est vraiment axé sur punir quelqu'un qui a commis un crime. Donc, le focus n'est pas sur les victimes. Puis même les victimes dans ce système-là, ils ont un statut de témoin. Il n'y a pas un statut victime. Tu es considéré comme un témoin, donc c'est l'État qui poursuit au nom de la victime parce que le crime est considéré comme ayant été commis contre la société. Oui. Donc, la victime, elle n'a pas son avocat vraiment. Oui, elle a quelqu'un qui la représente, mais c'est pas son avocat. Fait que c'est ça. Fait que le focus est vraiment sur la personne qui est accusée. Donc, déjà, ça dit quelque chose. Puis c'est ça. Fait que je trouve que aussi, c'est pas le meilleur système parce que par définition, les violences sexuelles, c'est quelque chose qui est très complexe en termes de traumatisme puis comment ça se manifeste chez différentes victimes. Puis oui, le droit a quand même beaucoup changé dans les dernières décennies. Il y a eu une grosse réforme en 83 notamment, parce qu'il y avait beaucoup de mythes dans les définitions en fait juridiques des violences sexuelles au Canada. Mais en général, une victime, ça prend du temps avant de prendre la parole. Il y en a qui parlent jamais, qui décèdent puis qui ont jamais raconté ce qu'ils ont vécu. Des fois, il y en a qui vont consulter des psychologues pour avoir de l'aide, puis ça peut être retourné contre eux. C'est vu comme quelque chose qui est comme qui met en doute leur crédibilité. C'est des mythes qui sont encore là. Ils sont pas supposés être là en théorie, mais c'est encore présent dans le système de justice, Et il y a toute une question de fardeau de la preuve là, qui peut être difficile à établir lorsqu'on subit des violences sexuelles parce que généralement, on les subit pas publiquement. Exactement. Donc, la preuve peut être difficile à établir, puis on dirait que le système répond peut-être mal au fardeau de la preuve qui peut être différent d'un autre acte criminel là, dans le cas de violences sexuelles. Oui, en général, ça, c'est dans la sphère privée que ça se produit, les violences sexuelles. Ça fait que souvent, il n'y a pas de témoin, à part comme la victime elle-même qui sait ce qu'elle a vécu.
Puis en même temps, tu sais, je comprends pourquoi il y a un fardeau de la preuve très élevé, parce que mettre quelqu'un en prison, c'est pas une petite affaire, là, c'est pas une mince affaire, fait qu'il faut vraiment comme avoir comme hors de tout doute raisonnable. Oui. Puis je pense que c'est important aussi pour protéger les personnes accusées de certains abus de l'État, parce qu'il y en a encore aujourd'hui, même si en théorie on devrait pas en avoir, mais il y a des raisons pourquoi il y a la présomption d'innocence et tout. Mais après, c'est sûr que comme moi, personnellement, avec l'expérience que j'ai travaillé avec des victimes, j'ai vécu aussi, j'ai étudié là-dedans. Il y a quelque chose pour moi qui ne fit pas entre la manière dont ça se manifeste puis comment c'est traité dans le système judiciaire criminel. Il y a quelque chose qui ne marche pas pour moi, de manière générale. Puis il y a plein de stéréotypes, vous l'avez dit, envers les victimes. On décrédibilise beaucoup les victimes. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, dans le livre, le focus est beaucoup sur les femmes noires, les femmes afro-descendantes. Mais je pense sincèrement qu'il n'y a pas beaucoup de victimes de manière générale qui peuvent avoir justice dans ce système-là. Il y a les hommes, c'est difficile aussi de parler de ces enjeux-là. Même des femmes blanches, si on le voit en ce moment avec Gérard Depardieu en France, puis c'est des vedettes, des actrices qui le dénoncent, puis elles ont du mal à se faire entendre, puis on voit un président, Emmanuel Macron, qui le défend à la télévision nationale en disant qu'il est une fierté pour la France, avec pas un seul mot pour les victimes. Oui. Et puis d'ailleurs, il n'est même pas supposé prendre position parce qu'il y a des procédures judiciaires, donc il aurait dû juste garder une réserve. Fait que ça veut tout ça pour dire que même les gens qui ont une plateforme, une tribune, il y a un prix à payer aussi, même si elles parlent, même si c'est des femmes blanches privilégiées, elles ont aussi un prix à payer. Puis elles ont aussi du mal à se faire entendre. Donc, c'est sûr que pour moi, le privilège de dénoncer, c'est quelque chose qui est comme en gradation un peu. Oui, effectivement. Puis je le disais, quand on est femme, quand on est une personne racisée, une personne noire, tout ça, en fait, les stéréotypes ou les préjugés s'accumulent. Donc, forcément, c'est d'autant plus difficile. Mais ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas difficile pour une femme blanche, pour un homme blanc. On a encore beaucoup de mythes, comme vous l'avez dit, par rapport au fait de dénoncer. Ouais. Et là, le gouvernement, dernièrement, a mis en place, ou en fait, est en train de mettre en place des tribunaux plus spécialisés pour les violences sexuelles. Est-ce que vous pensez qu'on fait un pas en avant ou est-ce que c'est la poudre aux yeux, selon vous? Moi, je pense que ça devrait pas être comme une finalité en soi. Puis je pense qu'il faut être très réaliste aussi sur le potentiel de ces tribunaux-là de vraiment aider tout le monde parce que, dans le fond, avant de se rendre devant un juge, il y a comme plein d'étapes. Puis, en fait, c'est un concept que j'explique dans le livre, mais il y a un phénomène d'attrition. Donc, c'est comme un entonnoir ou un peu une pyramide, si on peut voir ainsi. Fait que, tu sais, les victimes qui portent... Déjà, il n'y a pas beaucoup de victimes qui portent plainte. Parmi celles qui portent plainte, après, tu sais, il faut qu'il y ait un procès qui soit autorisé. Puis après un procès, il faut qu'il y ait une condamnation et tout. Donc, il y a beaucoup d'étapes qui font qu'il y a de moins en moins de personnes qui se rendent devant un juge. Déjà en sachant qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui dénonce à la base. Il y a une pénurie de main-d'œuvre dans le monde juridique aussi. Des tribunaux spécialisés. Tu sais, moi, je suis pas contre le fait de former des gens. Moi, je pense que tout le monde devrait être formé sur cet enjeu-là parce que c'est un enjeu qui touche tous les milieux et toutes les sociétés du monde. Mais après, ça peut pas être la seule chose qu'on annonce en grande pompe sans rien faire d'autre autour. Ça crée des attentes aussi, je trouve, de faire ce genre d'annonce-là. Puis il y a quelque chose qui est un peu une récupération aussi, parce que ça vient du fait que les gens ont dénoncé. Ah, clairement, il y a une récupération. Oui. Parce que sans les dénonciations des gens, il n'y aurait pas eu ces tribunaux. Oui, clairement, sans MeToo et sans toute la vague médiatique que ça a fait, les tribunaux auraient pas été mis en place. Mais c'est bon, ça, c'est il n'y a pas politologue en moi là, qui me parle. C'est très politique, en fait. Pour mettre quelque chose à l'agenda, il faut que la chose soit vue, il faut que les gens en parlent. C'est des questions d'élection aussi, tout ça. Oui. Malheureusement, parce qu'on parle de victimes, bien sûr, mais effectivement, s'il n'y avait pas eu un mouvement MeToo, on se serait pas rendu là. Après, tu sais, j'entends que c'est peut-être pas la solution qui est idéale pour vous, même si vous n'êtes pas nécessairement contre. Mais votre solution idéale, ce serait laquelle? Ça a l'air très simple et pas simple en même temps, mais de parler de prévention. Oui. Puis aussi, je trouve que la logique, parce qu'on parle beaucoup de système criminel, puis le but, c'est comme de mettre une personne en prison qui a commis un crime. Fait que c'est très axé sur un individu, tu sais, comme la pomme pourrie, entre guillemets. Mais c'est aussi quelque chose qui se transporte en dehors du système de justice. Donc, même dans des espaces où c'est pas un système de judiciaire, quand quelqu'un se fait dénoncer, par exemple, c'est comme la mauvaise personne, c'est le monstre, si on met la personne de côté, sans réaliser que si cette personne-là a pu faire ça pendant autant d'années, c'est parce qu'il y a un climat social que la personne s'est sentie autorisée, en fait, à faire ça. C'est vrai. Il s'est senti qu'il n'y aurait pas eu de conséquences si elle faisait ça. Donc, il y a aussi une responsabilité qui est collective. Donc, c'est un peu ça la culture du viol, cette espèce de la manière dont socialement on excuse les violences sexuelles, on les banalise, puis on met souvent le blâme sur les victimes.
Fait que pour adresser la responsabilité sociale, c'est d'en parler de manière sociale puis de faire de la prévention, notamment auprès des jeunes. Pour moi, c'est comme ça fait longtemps que c'est dit d'ailleurs. On parle beaucoup de MeToo, mais ça fait des décennies aussi que les féministes parlent de violences sexuelles depuis les années 70 et même avant. Donc, ça parler de prévention. En fait, avoir toutes sortes de solutions, en fait. Parce que pour moi, de juste mettre un tribunal spécialisé, oui, c'est compliqué d'un point de vue politique, de législatif. Mais ça peut pas être la seule chose qu'on fait puis que tout est réglé. Genre, comme ça, c'est vraiment pas d'ailleurs. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'on parle plus de prévention? Moi, j'ai l'impression, à tout le moins, qu'on en fait plus maintenant, même si c'est pas parfait. On dénonce quand même une certaine culture du viol qui est pas réglée au Québec, loin de là, mais quand même, on a une meilleure dénonciation. On parle de la culture du viol, on l'explique alors qu'avant, on n'en parlait pas. Oui, tout à fait. Puis également, tu sais, c'est pas quelque chose qui est uniquement dû à MeToo. Puis même avant MeToo, il y avait eu Stop Culture du viol en 2016, il y avait eu Agression non dénoncée en 2014. Puis on peut même remonter au début des années 2000 avec Nathalie Simard aussi. Puis tu sais, avant ça, il y avait des luttes sociales, tu sais, les premières maisons d'hébergement pour femmes au Québec, c'est dans les années 70 et 60 et tout ça. Donc ça fait quand même longtemps que ce sujet-là est sur la table, mais moi je vois vraiment ça comme une course à relais. Puis chaque génération amène l'aiguille un peu plus loin ou la course un peu plus loin, si je peux dire ainsi. Donc, c'est ça. C'est des choses qui se sont sur le long terme. Donc, oui, on en parle plus, mais tu sais, des fois, j'ai l'impression que les gens pensent qu'on a fait le tour du sujet, alors que c'est vraiment pas le cas. Oui, c'est pour ça que j'ai écrit le livre, d'ailleurs. Là. Et est-ce que les médias sociaux, ils jouent pour quelque chose? Parce que moi, ce qui me vient en tête en ce moment, c'est que c'est les médias sociaux qui ont fait en sorte qu'on a beaucoup plus parié de MeToo qu'on a parié de d'autres mouvements qui ont eu lieu avant. Tu sais, je me souviens pas. En fait, j'étais aussi beaucoup plus jeune, mais je me souviens pas qu'on a eu une réponse aussi grande aux autres vagues de dénonciation ou aux autres vagues dont vous parlez, entre autres, qu'on a eu au début des années 2000 et en 2014 et tout ça. Est-ce que c'est l'effet des réseaux sociaux qui fait en sorte que ça a pris beaucoup d'importance? Je pense que oui, puis il y a même des auteurs qui parlent... Enfin, en tout cas, l'analogie des vagues féministes pour parler de l'histoire du féminisme, c'est assez controversé. Mais il y en a qui parlent d'une 4e vague féministe. Je sais pas de quoi vous parlez. Ben, dans le fond, les vagues féministes, c'est quand on raconte l'histoire du mouvement féministe. Oui. Fait que les gens qui parlent de première vague, qui étaient plus au niveau du droit de vote et tout ça, à peu près 2e vague, au niveau des violences, 3e vague, la question d'inclusion et tout. Mais cette manière-là de raconter l'histoire, c'est très saccadé, linéaire, alors que c'est très complexe en réalité, puis c'est très eurocentrique. Oui. Donc, il y avait des femmes de couleur dans d'autres pays qui faisaient toutes sortes de choses puis qui rentrent pas dans cette espèce de manière de raconter l'histoire du mouvement féministe. Mais il y a des autrices, en fait, qui parlent d'une 4e vague féministe en raison des réseaux sociaux puis de leur impact est très important, en fait, dans le fait que ces mouvements-là deviennent encore plus transnationaux. À cause de... Oui, en fait, j'étais sarcastique parce que... Ah, OK, oui. mais vous avez fait votre chargé de cours universitaire. Mais, en fait, c'est que, voilà, les mouvements féministes sont très peu entendus, généralement, puis un peu banalisés ou décomplexifiés, parce que, bon, écoutez, les femmes dans la sphère publique, là, c'est tout à fait nouveau, puis on a encore beaucoup de travail à faire, même si, bon, les gens se tardent que on est égalitaire maintenant, là, au Québec, au Québec ailleurs, en fait, en Occident, vous savez comme moi que, bon, ça aussi, c'est une certaine poudre aux yeux parce qu'on n'arrive pas à une égalité entre les hommes et les femmes. L'inégalité n'est toujours pas là, même si on a déjà avancé. Donc, effectivement, là, pour ce qui est des luttes féministes, c'est malheureusement peu reconnu, mais vous allez aussi vers un autre sujet qui est important, en fait, c'est de dire qu'on n'attribue pas assez ces mouvements-là aux personnes noires et qu'on eurocentrise beaucoup. Donc, on remet ça aux personnes blanches beaucoup, alors que dans la plupart des mouvements dont on parle, entre autres MeToo, ça a été parti par des femmes noires et ça, on oublie, en fait. Les luttes des femmes noires sont comme un peu mises de côté. Ouais, tout à fait. Donc, MeToo, ça a été fondé par Tarana Burke, puis elle est une organisatrice communautaire afro-américaine. Puis elle, son but, c'était vraiment d'aider au départ les femmes et les filles issues des communautés noires, surtout du milieu défavorisé au point de vue économique. Puis c'était au début, comme 2006. Donc c'est vraiment là qu'elle a vraiment eu sa vision pour sa campagne. Puis c'est né d'une histoire en 94 avec une jeune fille, en fait, qu'elle avait connue dans un camp de jour, qui avait fait un dévoilement, puis qu'elle avait pas bien accueilli.
puis qu'elle a eu beaucoup de regrets par rapport à ça, parce qu'elle aussi, elle a vécu des violences sexuelles, donc elle aurait aimé ça dire, tu sais, moi aussi, Oui. à cette jeune-là de 13 ans, qu'elle appelle Heaven, mais l'enfant a comme quitté le camp de jour, puis elle sait pas qu'est-ce qu'elle est devenue. Donc c'est un peu de ça que c'est né la campagne MeToo. En 2006, puis c'est vraiment en 2017 que c'est devenu ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais il y a beaucoup de choses, en fait, qui viennent, surtout dans les mouvements de justice sociale. Je suis toujours fascinée par le nombre de fois qu'il y a des concepts, des idées qu'on voit comme étant révolutionnaires, puis quand on creuse, ça vient toujours d'une femme noire ou d'une femme noire queer. Je trouve ça fascinant, Oui, en fait. effectivement, ça Ouais. arrive beaucoup. Ouais, donc, tu sais, toute la question de la justice reproductive, ça vient aussi des femmes noires, la justice environnementale aussi, l'intersectionnalité. Donc, il y a beaucoup de choses, en fait, qui viennent des femmes noires dans notre monde. Puis qu'on s'approprie, Ouais. que s'approprie les femmes blanches ou les hommes blancs même. Ouais, donc je trouve ça quand même fascinant. Oui. Ça arrive très souvent, en fait, ouais. Je veux aussi vous emmener sur le plan universitaire parce que vous êtes chargé de cours. Et il y a quelque chose dont on parle moins, en fait, c'est la discrimination au niveau universitaire. Ouais. On a tendance à croire, puis il y a des auteurs qui pensent que parce qu'on arrive à un certain niveau d'éducation et à un certain niveau social ou un certain statut économique, parce qu'on est des professeurs d'université ou des chargés de cours, on ne subit plus de discrimination. On s'extrait de la discrimination, entre autres parce qu'on répond bien au niveau des demandes sociales. On a des diplômes, mais au niveau du salaire, on est quand même privilégié. Mais de mon côté, étant une personne en situation de handicap, là, je trouve que on banalise un peu et la façon dont l'université est aussi une espèce de chasse gardée où il y a quand même des discriminations envers les personnes en situation de handicap, envers les personnes noires, envers les femmes noires, envers les femmes tout court aussi. Et vous en parliez un peu, mais pas beaucoup quand même dans le livre, parce qu'évidemment, c'est pas le sujet du livre, mais je voulais quand même prendre le temps à parler un peu avec vous, parce qu'effectivement, en étant femme noire à l'université, j'imagine que vous en avez vu, il y a quand même un système qui est discriminatoire. Ouais, puis je dirais même dans les mouvements sociaux progressistes aussi, on pourrait être étonné. J'ai travaillé dans le milieu communautaire et tout, et j'ai vu des choses aussi qui étaient contradictoires dans ces milieux-là aussi. Mais oui, effectivement, tu sais, il y a des gens qui pensent que parce qu'on est à l'université comme femme noire, qu'on est protégé. Oui. Alors que c'est pas vraiment vrai parce qu'on est en minorité dans ces espaces-là. Tu sais, moi, ça m'arrive souvent d'être dans des rencontres, puis je suis une des seules ou des rares personnes noires dans la pièce, même dans des espaces féministes à l'université au Québec. Donc, ça amène toutes sortes d'enjeux, effectivement, puis on n'est pas protégé, puis souvent, c'est difficile pour les gens de comprendre ça, qui sont pas dans ce milieu-là, parce que ça donne l'impression qu'on se plaint le ventre plein, alors que c'est pas vraiment ça. C'est difficile un peu d'être dans cette position-là, en fait, parce que c'est comme si on demande du soutien, c'est pas toujours pris au sérieux, en fait, parce que c'est vu comme un caprice de... Oui. Ouais. Puis d'ailleurs aussi par rapport à ça, c'est vraiment intéressant parce que moi quand moi je viens pas d'un milieu universitaire, tu sais, mes parents ont pas de diplôme universitaire, puis mes grands-parents surtout maternels ont pas été scolarisés vraiment. Puis j'ai vraiment vu la différence quand j'ai commencé mon doctorat versus avant, parce que j'ai toujours parlé d'enjeux à caractère social, même au secondaire, tu sais, j'étais impliquée dans Amitié internationale, j'écrivais dans le journal étudiant quand j'étais au secondaire, je parlais toujours d'enjeux sociaux. Puis la manière dont ma parole était perçue à cette époque-là, je sais pas si c'est parce que j'étais jeune aussi probablement, mais même comme jeune adulte aussi, je parlais, tu sais, j'ai écrit dans le journal étudiant quand j'étais au cégep, je l'ai fait à l'université aussi. Pas la journée que j'ai commencé mon doctorat, mais j'ai vu un shift. Oui. Ça m'a beaucoup troublée, en fait, parce que je dis sensiblement la même chose que j'ai toujours dit. Mais on est comme plus pris au sérieux. Ouais, il y a comme une crédibilité Il faut qui vient. comme valoriser le titre, oui. Exactement. Ça m'a beaucoup questionné sur qu'est-ce que ça veut dire avoir un titre. Oui. Parce qu'il y a des gens qui ont des titres, puis ça veut pas forcément dire qu'ils savent de quoi ils parlent toujours. Non. Donc, c'est ça, je trouve. Ça m'a beaucoup, beaucoup questionné sur le plan éthique. Puis même, ça m'a... Tu sais, parce que je pense à des gens qui peuvent dire la même chose que moi, puis qui n'ont pas le titre, puis qu'on écoute moins. Oui, qu'on n'écoute pas. Puis moi, je sais c'est quoi de pas être écouté. Tu sais, j'ai connu ça la majeure partie de ma jeunesse et tout. Donc, ça, moi, je suis pas confortable avec ça. Ça dit beaucoup sur la société dans laquelle on vit. Puis même des fois, tu peux le voir dans une conversation avec quelqu'un. Tu parles de quelque chose avec quelqu'un, la personne te regarde un peu de haut. Puis quand elle réalise que comme t'as des diplômes ou que Google, l'attitude change. C'est vrai. Donc, c'est vrai. ça, je trouve ça
troublant, en fait. Parce que ça veut dire que j'étais pas une personne tout à fait avant que tu saches que j'ai des diplômes. Tu sais, puis ça dit beaucoup sur la société dans laquelle on vit, je trouve. Oui, effectivement. Puis en même temps, est-ce que vous pensez que vous avez une certaine responsabilité, en fait, justement parce que vous avez une espèce de piédestal où on vous écoute? Ouais, ben, c'est quelque chose auquel je réfléchis beaucoup, parce que, tu sais, surtout depuis la sortie du livre, tu sais, j'ai vu aussi un shift. Oui. Même si j'avais déjà écrit sur ces choses-là bien avant, d'ailleurs. Je sais pas si c'est une responsabilité, parce que, tu sais, moi, je me vois pas comme une porte-parole. Tu sais, je suis une personne qui a raconté son histoire, mais il y a plein d'autres femmes noires au Québec qui font toutes sortes d'initiatives, on a même pas forcément d'accord sur tout entre nous aussi. Donc, je trouve ça dangereux des fois quand on met une personne de l'avant, parce que je suis pas une représentante, je parle de mon histoire. Ouais. Si ça parle à des gens, tant mieux. S'il y a des choses qui ça parle pas, puis c'est correct aussi. Mais oui, je pense qu'il y a une responsabilité éthique aussi. Des fois, ça m'arrive, tu sais, quand je reçois des invitations, de demander pourquoi moi, tu sais, de me demander la question, puis qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça implique. Parce que ça m'est arrivé plus jeune, tu sais, de regarder des gens qui étaient comme ça, tu sais, des gens qu'on a mis comme porte-parole de certains mouvements sociaux. Qui se sont même, on peut dire, bâti des carrières sur ce genre de mouvements sociaux-là, puis de sentir qu'ils n'ont aucune réflexion éthique, en fait, par rapport à leur positionnement, qu'ils se sentent légitimes parce qu'ils sont minorités ou parce qu'ils sont discriminés. Puis moi, je dis toujours, même si je suis une femme noire, je dois me questionner sur ma posture aussi. C'est pas parce que je suis noire que je suis... comment dire? Représentante de toutes les Noirs, Ouais. puis que vous avez raison pour Surtout, tout le monde, en fait. c'est Oui, ça. voilà. C'est ça, faut se questionner quand même si on est soi-même une minorité, parce que on est des humains, puis tous les humains, on peut faire des conneries, puis tu sais, c'est pas parce qu'on est noir qu'on est toujours victime de tout. Des fois, on peut faire du mal à des gens, même si on est soi-même une personne minorisée. Oui, Ça tout fait à fait. référence à ce que je disais tantôt dans les mouvements sociaux. J'ai vu beaucoup de contradictions, en fait, ouais. Et en même temps, tu sais, vous n'avez pas la vérité pure et absolue. Là. Il y a plusieurs types de vérités qui existent. Donc, de Exactement. voir votre parole comme étant la seule vérité ou la vérité dominante, oui, effectivement, ça peut être dangereux. Puis, en même temps, tu sais, je fais référence à l'épisode 2 où j'étais avec Kevin Breton. Et Kevin me disait, Kevin qui est en situation de handicap, me disait, tu sais, moi, je suis une personne en minorité parce que je suis en situation de handicap, mais ça veut pas dire que je connais tout de toutes les personnes en minorité. Exactement. Donc, moi aussi, j'ai probablement dit des conneries à des personnes racisées ou à des personnes queer ou peu importe, parce que j'avais pas nécessairement l'éducation. Donc, en même temps, il faut pas non plus penser que parce que on est une personne minoritaire, on est représentant de toutes les minorités. Et les types de minorités sont différentes. Ouais. Et une personne qui est en situation de handicap ne connaît pas tout sur les personnes racisées. Et même une personne racisée dans son propre groupe de référence peut ne pas connaître tout sur les personnes racisées elles-mêmes. On s'entend. Ouais. Tout à fait. Même si on essaie de s'éduquer puis de comprendre notre propre groupe puis de s'y référencer, ça veut pas dire qu'on connaît tout, en fait. C'est dangereux, mais en fait, c'est exactement. Quand on fait valoir le titre, tu sais, par exemple, moi, je suis docteur en sciences politiques, mais je peux parler dans les médias et aller dans les journaux pour parler de la récupération, puis parler de toutes sortes de choses qui sont tout à fait en dehors de mon sujet de compétence. Mais parce que je signe docteur, PhD à la fin, les gens vont me donner une certaine crédibilité. On le voit dans les journaux, là. Des médecins qui vont se prononcer sur des questions environnementales, par exemple, alors qu'ils n'ont pas, a priori, de compétences, mais parce qu'ils signent PhD, on leur fait confiance. Et ça peut être dangereux. Tout à fait. Puis, effectivement, tu sais, il y a personne qui a la vérité absolue. Puis, il y a même, je lisais sur, tu sais, les gens qui ont gagné des prix Nobel, puis un terme qui s'appelle l'effet prix Nobel. Tu sais, des gens qui ont eu ce titre-là, puis qui ont dit des choses qui étaient anti-scientifiques, ça existe aussi. Donc, c'est ça. Donc, on doit toujours se questionner, puis je pense que c'est important comme être humain. Surtout quand notre parole est écoutée, il faut se questionner. Comme plus on occupe d'espace, plus il faut se questionner, en fait, sur ce qu'on dit puis l'impact que ça peut avoir sur les gens. Mais ça revient à avoir une certaine responsabilité, en fait, malheureusement, parce que je comprends ce que vous me dites dans l'optique où je ne veux pas être une représentante ou une porte-parole, mais vous y êtes malgré vous.
Donc, un petit peu, ouais. Donc ça devient une espèce de responsabilité induite. Parce que les gens vous écoutent, même si effectivement on veut pas trop, et oui, je pense à moi aussi qui veut pas être une représentante des personnes en situation de handicap, là, mais on a quand même un certain devoir, moi les gens nous imposent de faire une certaine éducation, puis d'être ceux qui vont ramener les enjeux, puis qui vont en parler, alors que des fois, c'est ça, non seulement on n'a pas envie, mais sur certaines choses, on n'a pas les compétences de le faire. Et pourtant, les gens nous donnent la responsabilité de le faire. Et effectivement, parfois, ça peut être lourd. Particulièrement dans votre cas, on parle quand même de victimes, de trauma, de traumatisme. Donc, effectivement, vous êtes travailleur social, donc vous avez quand même une certaine formation, mais reste que il y a certaines personnes qui n'ont aucune formation au niveau des traumas, par exemple, mais qu'on peut attribuer comme étant la représentante qui doit parler pour des victimes, alors que ils n'ont pas nécessairement les compétences scientifiques ou même les compétences humaines de le faire. Là. Ouais, tout à fait. Puis c'est quelque chose qui arrive beaucoup quand on est comme pionnier, entre guillemets, dans un espace comme de pouvoir. Oui. Ça crée ça, en fait. C'est les gens, puis même c'est malgré soi, tu sais, même les gens de ma communauté, il y a plein de jeunes, j'ai des petites filles qui me suivent, je sais pas d'où est-ce qu'ils m'ont trouvé, mais c'est ça crée ça. On peut pas... Puis c'est pas négatif, tu sais, parce que moi, je me rappelle quand j'étais jeune, j'aurais voulu avoir ça. C'est très positif d'avoir des représentants qui nous ressemblent, auxquels on peut s'identifier. En même temps, effectivement, ça a une espèce d'effet contradictoire que les gens boivent un peu nos paroles sans les remettre en question. Puis c'est ce qu'on a vu un peu pendant la COVID, entre autres. C'est-à-dire qu'il y avait des espèces de représentants qui avaient la vérité absolue et les autres, puis des clans, avec ceux qui avaient la vérité et ceux qui ne l'avaient pas, puis les gens ne se questionnaient pas, en fait. Ils écoutaient ce que la personne avait à dire, prenaient ça tout cru et appliquaient, et c'était tout. Alors, il manquait de questionnement, y compris quand c'était des scientifiques extrêmement intelligents qui savaient de quoi ils parlaient, mais reste que il faut quand même prendre les choses, vérifier l'information, se remettre en question. Et entre autres, au niveau de la COVID, ça avait pas été fait. Donc, effectivement, ça met un espèce de piédestal qui peut être inconfortable. Là. Ouais, puis c'est positif et négatif en même temps. Mais tu sais, moi, je me rappelle beaucoup l'enfant que j'étais, puis je trouve que ça m'aide beaucoup de penser à la jeune fille que j'étais, parce que je trouve ça... C'est ça, c'est elle qui me guide, en fait. Puis je la trouve... les choses en perspective. Ouais, de pas oublier cet enfant-là. Mais je peux pas l'oublier non plus, c'est très vif, l'enfance que j'ai eue, puis c'était pas une enfance très heureuse, en toute honnêteté. Mais je pense que le fait de pas l'oublier, ça m'aide en fait ça aiguille mes décisions. Oui. Puis des fois, je trouve que cet enfant-là était plus sage que l'adulte, quasiment. Fait que je pense toujours à qu'est-ce que la petite Caroline aurait voulu, ou comme, Et trouvez-vous que dans le milieu universitaire, on s'améliore au niveau de l'inclusion? Est-ce que c'est plus dénoncé au niveau des discriminations, ou est-ce qu'on ne s'améliore pas vraiment? Ça, c'est une excellente question, parce que, tu sais, depuis le meurtre de George Floyd en 2020, qui est afro-américain, qui a été tué par un policier blanc, puis ça a relancé vraiment le mot-clic Black Lives Matter. Puis il y a eu des manifestations historiques au Québec, mais ailleurs dans le monde aussi. Oui. Des gens avaient l'impression que les choses allaient changer. Puis tu sais, je pense que dans tout mouvement social, puis c'est vrai pour MeToo aussi, il y a toujours un backlash, un ressac. C'est normal, en fait, entre guillemets, que quand des mouvements sociaux pour la justice sociale essaient de faire avancer des enjeux, c'est sûr qu'il va y avoir un ressac, un pushback, comme on dit en anglais. Oui. Donc, il faut s'attendre à ça. Donc, il y a un ressac en ce moment, on le voit avec... tout ce qui est wokisme et tout ça, les woke, là, ce terme-là, on l'utilise beaucoup depuis George Floyd. Je sais pas si t'as remarqué. Oui. On l'utilise à toutes les sauces, en fait. Là. Tout ce qui dérange les woke, tout d'un coup. Ouais. Et est-ce que vous trouvez qu'au niveau de la prévention universitaire des violences sexuelles, c'est bien fait? Est-ce qu'on prend la bonne approche? C'est sûr qu'en 2017, il y a eu le projet de loi 151 qui est devenu la loi 22.1 qui oblige toutes les universités puis les cégeps à avoir des politiques de prévention puis d'intervention en matière de violence sexuelle. Puis je pense que oui, c'est un pas dans la bonne direction. Ça envoie aussi un message. C'est quand on légifère, les gens en parlent dans les médias, ça envoie un message sur où est-ce qu'on veut aller comme société. Mais après, c'est sûr que ça règle pas tout.
Puis aussi, je pense qu'il faut se rappeler qu'une des choses aussi par rapport, tu sais, on parlait beaucoup de la responsabilité et tout ça. Moi, une des choses qui me fascine, ça m'arrive très souvent, tu sais, de penser à des idées d'articles ou de concepts, puis de parler, par exemple, avec mes directeurs de thèse ou d'autres personnes qui sont comme des mentors dans ce domaine-là, puis qui me disent « Ah, est-ce que tu as lu un tel qui a écrit tel livre dans les années 50? » Je suis comme « Non, je connais pas cette personne-là. » Puis tu vas voir, puis la personne dit exactement la même chose. Oui. Tu sais, fait que c'est... Souvent, tu sais, on pense qu'on est la première ou qu'on est la seule à avoir pensé à tel truc, puis non, c'est jamais vrai. C'est rare qu'on révolutionne. Oui. Exactement, tu sais, on n'est pas des prochains prix Nobel parce qu'on fait un doctorat, tu sais, fait que ça aide beaucoup à l'humilité, je trouve. Puis c'est aussi une stratégie, je trouve, de pas enseigner, en fait, cette histoire-là, parce que c'est toujours à recommencer. Oui. Au lieu qu'on bâtisse sur qu'est-ce qui a déjà été dit, qu'est-ce qui a été fait, ben on recommence, puis ça crée des vedettes, puis ça change pas les choses pour les masses, en fait, souvent. Fait que c'est une stratégie, je trouve, quasiment politique, de oublier, en fait, les gens qui étaient là avant, puis ce qu'ils ont dit avant, tu sais, puis de pas bâtir sur qu'est-ce qui a déjà été fait, puis qu'est-ce qui a déjà été dit. Ouais, on cherche à réinventer la roue, mais des fois, tout a déjà été dit depuis longtemps, là. Avant même qu'on soit né, là. Et la plupart des choses sont déjà dites, malheureusement. Exactement, ouais. Est-ce que c'est aussi eurocentriste, selon vous, donc, Est-ce que c'est eurocentrique? Je sais pas si c'est eurocentrique, mais tu sais, comme récemment, justement par rapport aux politiques dans les universités puis les cégeps, j'avais vu un article du McGill Daily, donc qui est le journal étudiant de l'université McGill anglophone. Puis en 91, il y a la première trace en fait de féministes étudiantes qui demandaient des politiques dans les universités, puis c'était avant que je sois née. Oui. Fait que c'est ça. Ouais. On en est encore là, dans le sens où ça n'a pas beaucoup bougé, puis en même temps. Des fois, j'ai l'impression que c'est une façon pour les universités de s'y laver les mains, c'est-à-dire de dire oui, mais nous, on a une politique. Alors bon, ce qui se passe c'était à l'extérieur des murs de notre université, donc ce n'est pas notre responsabilité. Donc de mettre ça de l'avant pour bien paraître et de se déresponsabiliser de ce qui se passe au niveau des étudiants. Des fois, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Donc, oui, on met des politiques, c'est bien beau, mais dans les faits, ça revient un peu à ce qu'on disait par rapport aux violences sexuelles tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est bien beau d'avoir des politiques. Après, quand il y a des événements, si on n'est pas capable de réagir, si on ramène simplement à la politique, puis qu'on se déresponsabilise de ce qui est arrivé, puis qu'on on fait pas de changement pour que ça arrive plus, ou que les changements sont simplement de mettre des politiques en avant, donc d'écrire des choses, alors que c'est pas nécessairement mauvais, mais ça manque d'action concrète, là, j'ai l'impression. Ouais, puis il y a beaucoup de rapports aussi, comme ça, des fois, qui donnent sur des tablettes, puis il y a un autre mouvement qui explose, oh mon Dieu, on sait pas d'où ça sort, puis là, il y a un autre rapport, commission, puis c'est comme c'est toujours la même histoire, hein? Moi, je suis pas historienne, mais des fois, je lis des choses que, mon Dieu, c'est la même histoire qui se répète depuis... Oui, mais on répète beaucoup, malheureusement. C'est comme ça, là, mais ouais. Mais oui, c'est ça. Puis c'est quelque chose qui n'est pas spécifique aux universités ou au système de justice, mais en général, il y a un concept qui s'appelle, en fait, les trahisons institutionnelles. Puis j'en parle dans le livre aussi. Oui. Quand on vit des violences sexuelles, par exemple, puis qu'on veut chercher de l'aide, on s'attend à être écouté puis aidé, parce que c'est ça qu'on nous dit, tu sais, dénoncer, on va vous accueillir, c'est ça qu'on nous dit tout le temps en télévision puis partout. Fait que les gens le font, tu sais, en pensant que c'est vrai, tu sais, puis ils sont déçus souvent, puis c'est une forme de trahison, des fois, qui est pire que l'agression elle-même. Oui. Ça, c'est propre aux institutions en général. Généralement, une institution, quand il y a un scandale qui va éclater, là, elle veut protéger son image. Oui, elle veut protéger l'image, donc elle va essayer souvent d'étouffer ou de banaliser, alors que à ce moment-là, c'est pas la victime qui est en avant, c'est vraiment l'image. Ouais. C'est souvent comme ça, les compagnies, c'est la même chose. Comme, dès que c'est une institution quelconque, en général, on veut protéger notre image, notre réputation. Puis même si on est comme supposé, en théorie, protéger les gens, c'est rarement ça qui arrive, en fait. Ouais. Je veux aussi vous emmener sur la question vraiment de l'inclusion sociale plus générale. Parce qu'on stagne au Québec d'être très, très inclusif, d'être des gens très ouverts d'esprit. Puis pour certaines choses, c'est vrai, mais est-ce que vous pensez vraiment qu'au niveau de l'inclusion, on soit si inclusif que ça au Québec? C'est une grosse question quand même, parce que, tu sais, souvent, il y a des gens qui me demandent est-ce que le Québec est comme plus raciste qu'ailleurs, ou est-ce qu'il y a plus de violences sexuelles dans d'autres pays qu'ici? Il y a toujours cette espèce de... Comme, est-ce que c'est pire ailleurs? Souvent, c'est ça que les gens disent pour éviter de regarder à la maison. Oui. Tu sais? C'est un réflexe humain, mais c'est problématique d'avoir ce réflexe-là.
moi, ce que je trouve particulier au Québec, parce que je trouve que ça se manifeste de manière particulière. C'est pas que c'est pire ou moins pire, parce que, tu sais, j'ai vécu en Ontario, j'ai vécu un petit peu aux États-Unis pendant mes études, puis la manière dont ça se manifeste, je trouve que, en fait, la raison, c'est que le Québec, c'est vraiment la question nationale, puis le français. Puis dans le Québec, en fait, dans le narratif qu'on nous enseigne à l'école, dans les médias, c'est que le Québec est menacé à cause de la langue française, le berceau de la langue française en Amérique du Nord, etc. Même s'il y a des francophones hors du Québec, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, il y a beaucoup de questions-là. En fait, on est menacé, on est opprimé, etc. Puis je pense que d'avoir cette posture-là, en fait, ça invisibilise le fait qu'on peut aussi opprimer des gens, même en étant une personne opprimée. Mais ça revient à ce que je disais tantôt, même des personnes noires, ça peut être la même chose aussi. Donc, quand on est perçu comme étant la victime, c'est difficile de voir qu'on peut faire du mal à quelqu'un d'autre, en fait. Et c'est ce qui se passe un peu au Québec, c'est-à-dire qu'on se voit comme étant des victimes parce qu'on a été colonisés, ce qui est un fait, mais en même temps, je veux dire, on a une posture quand même qui est néocolonisatrice, c'est-à-dire que on refait des patterns de colonisation. On a des patterns de racisme qui sont quand même là, malgré le fait qu'on est québécois et qu'on a été colonisés nous-mêmes. Ça ne nous empêche pas d'être raciste, ça n'empêche pas qu'il y a eu de l'esclavagisme au Québec. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut taire à tout prix, hein, j'ai l'impression. Alors qu'effectivement, on en a eu. Et moi, j'ai l'impression que souvent, puis là, c'est quand même quelque chose qui est pas bien vu que de dire ça, là. Mais on passe sur le fait d'avoir peur pour notre langue et pour notre culture. On banalise, en fait, un racisme par rapport à ça. Parce que c'est comme si on excusait parce qu'on a une peur d'être envahi qui si on regarde les études, qui est pas du tout justifiée parce que les personnes immigrantes, y compris les personnes immigrantes qui ne parlent qu'anglais, n'ont pas vraiment d'impact sur la langue française au Québec. Donc, même si y a une étude là, qui est sortie de l'Office de la langue française tout dernièrement en 2023, qui dit que même si on accueillait uniquement des immigrants anglophones dans les prochaines années, ça ne ferait pas descendre notre niveau de français. Donc, on a tendance à mettre sur le dos des immigrants des questions, entre autres, de francisation, de culture québécoise qui serait perdue ou en train de se perdre. Alors que dans les faits, c'est tout à fait... c'est pas des facteurs qui sont exogènes, non? C'est vraiment quelque chose qui est en train de se perdre à l'interne. Alors, je pense que les personnes immigrantes ont le dos large. Puis je pense que à cause de ça, on balaye un peu le racisme qu'on fait vivre, entre autres, aux personnes immigrantes, mais également aux personnes qui sont qui viennent du Québec, parce que forcément, il y a des gens qui sont noirs ou racisés qui viennent du Québec, qui sont nés ici, puis qu'on traite quand même comme étant des étrangers. Exactement, ouais. Puis, tu sais, je trouve ça intéressant, tu sais, par rapport au mot colonisé, parce que, tu sais, je suis pas historienne, mais je commence à lire beaucoup, là, parce que c'est ça, le doctorat, tu sais, je suis payée pour lire, puis j'aime ça beaucoup, je trouve ça intéressant parce que, tu sais, je lisais beaucoup de choses, tu sais, de la Révolution tranquille, puis même des mouvements féministes, indépendantistes des années 70 et tout ça, puis le terme colonisé revient beaucoup, le mot en haine. On voit le fameux livre qu'on connaît tous, là, de Vallière. Puis même le mot esclave aussi. Tu sais, je lisais une thèse de Amanda Ritchie, qui est une historienne, je crois que sa thèse a été réalisée à McGill. Puis elle parlait en fait ma mémoire, je suis sûre de dire la bonne chose, mais dans le fond, elle parlait en fait de féministes indépendantistes, je crois, du Front de libération des femmes du Québec, tu sais, dans le temps du FLQ, tout ça. Puis elles avaient parlé d'elle en disant les esclaves des esclaves, comme pour dire les féministes blanches sont des esclaves des hommes québécois. Fait qu'il y a beaucoup ces termes-là qui sont repris. Puis au niveau du Québec aussi, il y a eu vraiment une appropriation en fait de beaucoup de penseurs noirs. Tu sais, Fanon, Césaire, il y a eu beaucoup de choses qui ont été utilisées de ces penseurs-là pour parler de la question nationale québécoise, mais en même temps, tout en ne reconnaissait pas qu'il y a de l'esclavage, qu'on a encore du racisme systémique ici. Notre premier ministre ne peut pas reconnaître le racisme systémique. Donc, je trouve ça c'est la manière particulière dont ça se manifeste ici, en fait. C'est qu'il y a comme une récupération de pensée, toute la pensée anticoloniale, puis on peut même remonter jusqu'à Haïti, parce que Haïti, c'est le premier peuple qui a aboli l'esclavage dans notre histoire. Donc, il y a vraiment une récupération de ces idées-là, en fait, de cette vision-là, pour parler du nationalisme québécois, mais tout en ne reconnaissant pas
les inégalités envers les Québécois de couleur racisés d'ici. Ça me fait quand même penser à l'idée du racisme anti-blanc. Hein. Évidemment, je mets ça entre guillemets, là, vous ne le voyez pas parce qu'on est en audio, mais je mets ça entre guillemets parce que forcément, du racisme anti-blanc, par définition, ça n'existe pas. Exactement, le racisme est fait envers un groupe qui est minoritaire. Et Québécois étant majoritaire, on peut pas parler de racisme, mais ça me fait toujours rire. Quand on parle de racisme au Québec, on demande souvent à des hommes blancs d'aller parler dans les médias de racisme. On demande l'opinion de journalistes blancs que je ne nommerai pas pour aller parler de victimes de racisme au Québec. Et ça montre un peu à quel point on décrédibilise les personnes noires ou les personnes racisées québécoises. Et à la seconde où tu n'es pas blanc, hétérosexuel, c'est genre... on t'adresse beaucoup moins la parole, ou à tout le moins t'es dit ta parole est vraiment moins crédible que celle des autres. Et ça, c'est quelque chose qu'on a des difficultés à concevoir et à se dire que ça existe et que c'est une façon c'est une façon qu'on a d'être, entre autres, raciste. Et donc, mais on veut pas l'avouer, en fait. C'est ça. On veut vraiment pas l'avouer parce que, étant nous-mêmes, c'est ça, un peuple qui a été colonisé. On veut pas avouer qu'on reprend des réflexes colonisateurs, mais vous avez raison, on les reprend sans arrêt. Puis c'est pas seulement pour le Québec, hein, ça s'est fait un peu partout, mais vous avez raison de dire que la situation politique, géographique du Québec fait en sorte que, comme elle est particulière, on a une culture à protéger, puis ça nous donne des réflexes qui sont particuliers à la situation actuelle. Et ça me ramène un peu à toute la question des accommodements régionaux, qui avait fait une tralée, alors que dans les faits, c'était... on a mis beaucoup de... on en a beaucoup parlé dans les médias et tout ça, et on a fait vraiment une crise avec ça. Et on parle maintenant de crise de l'immigration. Et bon, toutes les recherches à Roxham et tout ça, j'ai l'impression qu'on retombe toujours dans les mêmes patterns, alors que au Québec, là, pour l'instant, ça va quand même bien. On n'est pas sur le point d'être envahi, mais les gens ont tellement peur qu'ils ont l'impression qu'il faut se protéger, puis qu'il faut se protéger de tout ce qui est pas homme blanc, hétérosexuel, c'est genre. Effectivement, tu sais, dans les médias, ça arrive souvent de voir des panels qui parlent justement de chemin Roxham puis d'immigration, puis c'est juste des hommes blancs, ou des personnes blanches dans le panel, tu sais. Il n'y a pas une personne qui connaît des gens qui ont vécu de l'immigration, en fait, dans le panel qui parle. En fait, c'est qu'on ne leur accorde pas de crédibilité au niveau de la reconnaissance. Exactement, c'est un concept qui est très universitaire, mais pour faire ça simple, c'est ça, en fait. C'est que on pense que les connaissances des personnes journalistes blancs, hommes, cisgenres, ou de femmes blanches, cisgenres, sont plus adéquates ou sont plus véridiques que les connaissances des personnes qui sont racisées ou qui sont immigrantes, malgré le fait qu'effectivement, c'est eux qui ont vécu. Donc, ce serait à eux de prendre parole puis de dédiquer leurs besoins. Dans les faits, cependant, là, c'est pas ce qu'on fait. Bon, on parle pour le racisme, pour l'inclusion, mais c'est un peu ça partout, en fait. C'est-à-dire qu'on fait de facto plus confiance à des gens qui représentent la population qui est majoritaire, malgré le fait qu'ils n'ont pas nécessairement les connaissances ou le vécu pour se poser sur ces questions. Ouais, tout à fait. Puis, tu sais, ça renvoie à la question de l'objectivité. Puis, c'est un débat en milieu académique et aussi dans le monde du journalisme. Mais est-ce qu'on peut être neutre et objectif? Moi, je pense que non, mais bon, c'est tout un débat dans le monde scientifique puis journalistique. Je ne crois pas non plus. On peut essayer de tendre à la neutralité. Donc, essayer... Encore faut-il, justement, vous l'avez dit... Encore faut-il reconnaître sa posture et se poser des questions. Exactement. Et essayer de tendre vers la meilleure neutralité ou la meilleure objectivité possible. Mais elle ne sera jamais complète. Ouais, parce qu'on est des humains, puis les humains, par définition, c'est pas rationnel, puis tout parfait. Mais tu sais, c'est par rapport au fait d'avoir une place dans les médias pour parler de ces enjeux-là, c'est aussi délicat parce que
parce que comme on l'a dit, on voit des personnes blanches dans les médias, journalistes qui parlent de tout. C'est des toutologues, c'est comme le terme qu'ils utilisent. Mais quand tu vois des personnes noires dans les médias, c'est pour parler de racisme, alors qu'on peut parler d'autres choses aussi. Oui. Fait que c'est compliqué. À l'université, entre autres, et je suis sûre que vous avez vu ce genre de choses-là. Quand tu es une femme noire qui vient d'Haïti, tu dois de facto aller sur des questions de recherche pour les personnes noires, les personnes haïtiennes. On te met là. Moi, étant une personne en situation de handicap, on voulait donc que je travaille sur la situation de handicap. Alors que moi, je travaille sur l'inclusion, je travaille sur le racisme. Et je suis une personne blanche. Et, mais on voulait... On disait, bon, une personne en situation de handicap va forcément travailler sur le handicap. Une personne noire va forcément travailler sur le racisme. Alors que dans les faits, non, ça peut ne pas être dans vos intérêts, ça peut aussi être en contradiction avec votre identité de devenir porte-parole de ça, de dire, écoutez, parce que je suis noire, vous vouliez que je parle de racisme et j'ai pas envie d'être la porte-parole de ça. Ça me met une responsabilité que je ne veux pas prendre et donc je décide d'aller vers autre chose. On dirait que effectivement on veut vraiment catégoriser les gens et effectivement quand on est une personne noire, ben on parle forcément de racisme et on utilise des postures académiques très très en lien avec le racisme et le décolonialisme, le féminisme décolonial entre autres. Alors qu'il y a toutes sortes d'autres choses et j'adore cette posture là, c'est pas parce que je l'aime pas, mais il y a toutes sortes d'autres façons de faire des recherches et il y a toutes sortes d'autres sujets qui peuvent être intéressants puis qui peuvent vous convenir, même si vous êtes une personne noire. Ouais, tout à fait, puis c'est très vrai. Puis tu sais, c'est correct d'avoir des personnes noires qui parlent de ces enjeux-là, il en faut, tu sais, mais c'est, tu sais, par exemple, ça me fait penser, justement, récemment, il y a eu une controverse en France avec Aya Nakamura. Elle est une chanteuse, puis elle fait de la musique et tout, parce que c'est la chanteuse française la plus écoutée dans le monde, puis elle était comme pressentie pour faire les Jeux Olympiques, parce que c'est à Paris cette année. Puis ça fait toute une controverse, c'est une femme noire, à la peau foncée, puis tout, ça fait toute une controverse. Est-ce qu'elle représente la France et tout? Puis ça n'est pas la première fois qu'elle est dans ce genre de controverse-là, mais ce que je trouve dommage, c'est qu'elle n'est pas une militante. Fait qu'on parle pas de sa musique, on parle juste du fait, est-ce qu'elle représente la France, c'est de ça dont on parle jamais de sa musique, en fait, dans les médias en France. Et est-ce qu'on se pose la question sur les personnes blanches? Exactement. Et j'ai l'impression qu'on se la pose pas. Oui. Puis je pense que ça doit être fatigant pour elle, tu sais, parce que elle est pas une militante, c'est une chanteuse, elle fait de la musique. Fait que peut-être elle aimerait ça parler de sa musique. Oui, mais tu sais, peut-être qu'elle c'est ça, elle veut pas être porte-parole de ça. C'est ça, mais elle est malgré elle. Oui, elle devient malgré elle. Exactement. Quand on est en situation de handicap, il faut expliquer et éduquer les gens partout, même quand on est à l'épicerie. Exactement. Et donc, ça peut devenir lourd. C'est pas parce que je suis en situation de handicap que c'est la seule chose qui me définit. Exactement. Et il y a la même chose pour les personnes noires. Et j'ai peut-être pas envie d'éduquer les gens 24 heures sur 24. Peut-être que j'ai envie de faire mon épicerie aussi, calmement. Exactement. Ou de faire des concerts de musique. Puis de juste vivre, ça va être ça aussi. Juste vivre dans ma musique. Exactement. Sans nécessairement aller sur des enjeux de racisme. Peut-être parce que j'ai pas les connaissances ou peut-être justement parce que j'en ai pas envie. Exactement, Puis c'est dommage parce que tu sais, elle est tout pris dans des polémiques politiques qui font ombrage, en fait, à sa musique. À sa musique, puis en fait, on voudrait qu'elle se prononce alors qu'elle a peut-être pas ce qu'il faut pour se prononcer non plus de façon adéquate, là, parce que c'est pas une chercheure, parce que c'est pas... Peut-être qu'elle a pas envie aussi. Oui, peut-être, effectivement, parce qu'elle veut qu'on parle de sa musique. Donc, oui, sur ça, il va falloir arrêter parce que le temps file. Mais merci pour cette belle conversation. Je pense que ça acquiert sur beaucoup de choses. Oui. Et merci à Mathieu Tessier à la régie, aussi à Aline Roy à la recherche. Et on se retrouve pour un prochain épisode de Pis toi ta journée.